Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo théorique, pratique, etc. à propos de la lecture de balles. Alors, je vais commencer par une question toute simple. Si je vous demande quelle est la compétence la plus importante à Rocket League, pas la plus impressionnante, pas la plus fun, mais la plus importante, qu'est-ce que tu me réponds? La plupart des gens, ou beaucoup de personnes en tout cas, vont dire la lecture de balles. Et si je te demande maintenant comment tu l'apprends? Là, beaucoup ne donneront pas de réponse, ou alors des trucs assez vagues du genre joue beaucoup, ça vient avec le temps, regarde juste la balle. Et c'est exactement ça le problème. Tout le monde sait que c'est la compétence numéro un, ou l'une des compétences les plus importantes, mais personne n'a jamais vraiment expliqué ce que c'est. Cette vidéo, c'est ma tentative de changer ça, et je ferai ça pour beaucoup d'autres mécaniques, même techniques, sur Rocket League, hormis le air roll qui sera dédié à Losfeld, qui en a fait une théorie complète, sûrement la plus détaillée pour la communauté Rocket League, et qui ne servira à une vidéo pareil ne servira à rien, ça demanderait du temps pour rien, étant donné que j'aborderai simplement des points qu'il a déjà abordés. Nous, on est parti en tout cas pour cette petite théorie. Je ne vais pas vous donner des tips, je ne vais pas vous dire de regarder la voiture adverse, regarder la balle. On va construire ensemble une théorie complète, les mécanismes, les concepts et même des exercices. Il y aura une partie pratique à la fin de la vidéo. Comprendre vraiment ce que c'est et ce qui se passe dans la tête d'un joueur qui a une bonne lecture de balle. Et attention, petit spoiler, c'est pas de l'intuition ni un don, c'est des modèles mentaux et ça s'apprend. Alors c'est parti, on commence. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la lecture de balle? La définition que tout le monde connaît, c'est savoir où va la balle avant qu'elle y arrive. Alors c'est vrai, c'est inutile comme définition, c'est incomplet. C'est comme dire, je parlais du air roll tout à l'heure, c'est comme dire que le air roll c'est contrôler sa voiture en l'air. C'est théoriquement et techniquement correct, mais c'est pédagogiquement assez con et assez vide aussi. Alors voilà pour moi ma définition, celle qu'on va utiliser dans toute cette vidéo. La lecture de balle, c'est la construction en temps réel d'un modèle prédictif de la trajectoire de la balle à partir de variables physiques et contextuelles, mis à jour en continu. Alors je sais que c'est dense, mais on va déconstruire chaque mot. Premièrement, la construction en temps réel. C'est pas passif, c'est quelque chose qui change. On construit activement une représentation dans notre tête à chaque instant. Un modèle prédictif. On ne lit pas où est la balle actuellement, on lit où elle va être dans une seconde, 2 secondes, 3 secondes. La position actuelle de la balle ne nous intéresse que presque pas, hormis pour se faire un point de départ pour ce, évidemment, modèle prédictif. J'ai parlé aussi des variables physiques et contextuelles. La trajectoire de la balle dépend de sa physique. La vitesse, l'angle, la rotation, vitesse de rotation qu'on appelle le spin, la gravité, mais aussi du contexte. Où sont les joueurs, qui a du boost et quelle pression il y a sur la balle. Mis à jour en continu. C'est vrai que c'est pas très compliqué, mais c'est quand même important d'y expliquer, hein. Ton modèle il est jamais figé, chaque rebond, chaque contact, chaque mouvement de joueur adverse ou même de coéquipier doit être mis à jour. Déjà, est-ce que vous arrivez à observer un peu la différence entre ce que je viens de vous dire et la phrase regarde la balle ou ça vient avec le temps? C'est pas la même chose déjà. Voilà ce que cette vidéo défend. On va dire que c'est ma thèse. La lecture de balle, c'est pas un sens, c'est un modèle mental dynamique construit à partir de variables physiques apprises et de patterns contextuels reconnus. Et ce modèle, il est enseignable et c'est ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo. Si on lit mal la balle, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce qu'on n'a pas d'intuition, c'est parce que le modèle mental, il est incomplet, mal calibré ou trop lent à se mettre à jour. Et chacun de ces problèmes, il a une solution bien précise. Avant de parler de solution, il faut poser les fondations. Il y a deux types de lecture, quelque chose que personne ne dit jamais et qui change tout. Il y a deux lectures de balles fondamentalement différentes. C'est ce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure. La première, c'est la lecture physique. C'est prédire la trajectoire de la balle à partir de ses propriétés physiques, la vitesse, l'angle d'arrivée, le spin, la surface de contact. C'est vraiment la partie calculatrice, elle est relativement stable, relativement prévisible. La deuxième, c'est la lecture contextuelle. C'est de prédire ce que la balle va faire en fonction de qui va la toucher, comment et avec quelle intention. Un adversaire sous pression ne fait pas la même chose qu'un adversaire confortable. Cette partie est dynamique. Elle dépend de tout ce qui se passe autour de la balle. Beaucoup de débutants, ou en tout cas de joueurs un peu moins avancés, ne font que la lecture physique, et encore, ils la font mal. Les joueurs intermédiaires mélangent un peu les deux sans vraiment les distinguer, et les joueurs avancés les combinent instinctivement. Et comprendre cette distinction change radicalement comment on travaille sur la balle. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te déranger, et je peux comprendre. Jouer beaucoup, ça suffit pas à développer une bonne lecture de balle. Et j'entends déjà des gens dire dans les commentaires, oui, mais les joueurs pros, ils ont joué des milliers d'heures. Ouais, et il y a certains joueurs qui ont 10 000 heures et qui lisent toujours mal la balle, ou en tout cas qui ne font pas des distinctions correctes. Alors évidemment, moi, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, loin de là. Au contraire, ils m'écrasent au jeu. Je suis extrêmement, je suis pas pro, hein, loin de là, hein. Le problème de l'apprentissage empirique pur,
c'est-à-dire apprendre juste par l'expérience sans cadre, c'est que le retour, enfin le feedback va être trompeur. Quand tu rates une lecture de balle en match, plusieurs causes sont possibles. Ton modèle prédictif était mauvais, ou ton modèle était bon mais tu as réagi trop lentement, ou ton modèle était bon mais un autre joueur a perturbé la trajectoire, ou ton modèle était bon mais tu n'avais pas assez de boost pour en profiter. C'est ce qu'on appelle aussi le boost management, et ça j'en ferai une théorie dans une prochaine vidéo. Si on distingue pas ces cas, vous allez apprendre la mauvaise leçon et corriger du coup les mauvaises choses. L'expérience sans cadre, ça produit des joueurs qui ont des intuitions fortes dans les situations familières et qui sont complètement perdus dans les situations nouvelles. Ce qu'on veut, c'est l'inverse. Un modèle solide qui fonctionne dans toutes les situations, y compris celles qu'on n'aura jamais vues auparavant. Maintenant, on rentre dans le concret, on va parler des variables physiques, les éléments que tu dois intégrer pour construire ton modèle prédictif de la balle. Il y en a 4 principales. La première, c'est la vitesse et la direction, la plus évidente. Mais voilà ce que les débutants y ratent. Ils lisent la vitesse et la direction au moment du contact, pas leur évolution future. La balle décélère, elle change de direction au rebond, elle peut accélérer sur un contact puissant. Lire la vitesse correctement, c'est pas la balle va là à cette vitesse maintenant, c'est la balle va là, elle va décélérer, donc dans 2 secondes, elle sera ici et non là. Ce calcul, il n'est pas conscient chez un bon lecteur de balle, il doit être automatisé. Mais pour l'automatiser, il faut d'abord le comprendre explicitement. La deuxième variable, c'est l'angle d'incidence et le rebond. La règle de base, l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. C'est la physique scolaire. Mais en Rocket League, c'est un peu plus complexe pour 3 raisons. Premièrement, les surfaces ne sont pas toutes plates. Les coins arrondis entre le mur et le plafond, entre le mur et le sol, ils produisent des rebonds qui ne suivent pas la règle simple. Ces surfaces ont leur propre comportement. Les connaître par cœur, c'est un avantage mais direct. Deuxièmement, la vitesse de la balle affecte le rebond. Une balle très rapide rebondit différemment d'une balle lente sur la même surface. Troisièmement, et c'est là que ça devient intéressant, le spin, donc la rotation, modifie l'angle de rebond. Le spin, c'est un peu la variable la plus ignorée. En dessous de diamant, on va dire, diamant champion, quand une voiture frappe la balle, elle lui imprime un spin qui dépend de l'angle et de la zone de contact. Un tir puissant dans l'axe de la balle lui donne un peu de spin, un tir en biais lui en donne beaucoup plus. Et ce spin, il a 2 effets. Il modifie légèrement la trajectoire de la balle en vol, et il modifie radicalement le rebond. Il y a environ 3 types de spin. Il y a le top spin, c'est la balle qui rebondit plus bas qu'attendu. Le back spin, c'est qu'elle rebondit plus haut qu'attendu. Et le side spin, c'est qu'elle part latéralement. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu sais ce que tu regardes, le spin il devient assez visible. C'est une compétence distincte qui demande un entraînement spécifique, et on en reparle dans les exercices. La quatrième variable, c'est la gravité. C'est la seule constante universelle. Elle s'applique toujours de la même façon à chaque instant. Ce qui change, c'est comment tu l'intègres dans ton modèle. Un débutant, il suit la balle des yeux, il voit où elle est, et il essaie d'y aller. Il ne prend pas en compte la gravité, il espère implicitement que la balle sera là où ses yeux la voient quand il arrive. Un joueur avancé ne suit pas la balle. Il calcule sa trajectoire parabolique et se positionne à l'intersection de cette trajectoire avec sa propre trajectoire future. Cette bascule, suivre la balle versus calculer l'intersection, c'est une des transitions les plus importantes dans le développement d'un joueur. Maintenant, on va parler des variables contextuelles, celles qui n'ont rien à voir avec la physique de la balle, et tout à voir avec ce qui se passe autour. La pression sur la balle, c'est la liberté d'action dont dispose le joueur qui va la toucher. Un joueur sous haute pression, avec un adversaire proche ou un mauvais angle, peu de boost, il va faire quelque chose de prévisible. Il va dégager, frapper fort en avant, faire une action simple. Il n'a pas vraiment le temps d'être créatif, il n'a pas ce luxe d'être créatif. Un joueur sans pression peut tout faire. Dribbler, passer, shooter, feinter, enfin lire la pression avant le contact, c'est réduire le champ des possibles. Sous haute pression, tu peux prédire avec confiance. Sans pression, tu dois rester flexible. Le positionnement de tous les joueurs sur le terrain affecte directement ce que la balle va faire. Pas physiquement, mais évidemment, mais contextuellement. Un adversaire qui a une ligne de tir direct sur ton but, il va probablement tirer. Un adversaire dont la ligne est bloquée, il va probablement passer ou contrôler. Et le positionnement de tes coéquipiers, ça crée des options qui influencent ce que l'adversaire peut faire. Si ton coéquipier coupe une option de passe, l'adversaire il a une option de bras. Ton modèle il peut s'ajuster, et un bon lecteur de balle, il ne regarde pas seulement la balle. Il maintient une carte mentale du terrain entier. Ensuite, on va parler du boost de chaque joueur. Le boost de chaque joueur, c'est une variable qui est souvent négligée mais qui est fondamentale. Un adversaire sans boost, il ne peut pas faire une aériole. Un adversaire avec plein de boost, il a beaucoup plus de possibilités, il peut presque tout faire. Il n'y a pas besoin d'être précis. Une estimation approximative, ça suffit. Il y a du boost, il est à sec, il vient de ramasser. Cette carte mentale du boost de chaque joueur, ça affine considérablement ton modèle. On va parler ensuite de l'intention lisible. C'est l'ensemble des signaux que donnent les joueurs avant de toucher la balle. La vitesse d'approche, comme par exemple la vitesse d'approche.
Un joueur qui fonce vers la balle va frapper fort. Un joueur qui ralentit va plutôt contrôler. L'angle d'approche est aussi important. L'angle avec lequel un joueur s'approche détermine en grande partie ce qu'il peut faire à la balle. L'orientation de la voiture, les voitures montrent leur direction avant le contact. Un joueur qui oriente son capot vers la gauche va probablement envoyer la balle vers la gauche. Lire ces signaux avant le contact, c'est de la lecture d'intention et elle est entièrement apprise. On a les variables. Maintenant, comment elles s'assemblent? Un modèle prédictif, c'est pas une liste de variables, c'est un système dynamique qui les intègre en temps réel pour produire une prédiction. Voilà comment ça fonctionne chez un joueur avancé. À chaque instant, le modèle maintient une distribution de probabilité sur les trajectoires futures de la balle. C'est pas la balle va là, la balle va probablement là à 70%, peut-être là à 20% ou là à 10%. Chaque nouvelle information met à jour cette distribution, un contact avec la balle le réinitialise, un mouvement de joueur l'affine. Et le joueur il se positionne pas sur la trajectoire la plus probable, il se positionne pour couvrir le maximum de probabilité avec le minimum d'effort. Ça, c'est la différence entre un joueur qui semble toujours au bon endroit et un joueur qui court dans tous les sens. Maintenant, on va parler d'une latence. Ton modèle, il a une latence, un délai entre la réception d'une information et sa prise en compte dans ta prédiction. Chez un débutant, cette latence, elle peut être plus ou moins longue. Il va avoir un rebond, il va mettre par exemple 500 millisecondes à mettre à jour son modèle, et pendant ces 500 millisecondes, il finit sur la mauvaise trajectoire. Chez un joueur avancé, la latence est quasi nulle, la mise à jour elle est instantanée. Réduire cette latence, c'est un objectif d'entraînement à part entière. Et c'est directement lié à la familiarité avec les situations. Plus tu connais une situation, plus la mise à jour est rapide. Maintenant, les angles morts. Chaque joueur a des angles morts dans son modèle. Des situations qu'il ne lit pas bien. Un biais courant, par exemple, c'est de surestimer les trajectoires directes et sous-estimer les trajectoires avec rebond. Beaucoup de joueurs se positionnent pour une frappe directe, alors que la balle va rebondir sur le mur latéral d'abord. Un autre biais qui est courant, c'est de mal lire le spin. Les joueurs qui n'ont jamais travaillé sur leur lecture du spin, ils ont un angle mort systématique sur toutes les trajectoires spinées. Identifier ces angles morts, c'est crucial. On peut pas corriger ce qu'on ne voit pas. Je vais maintenant te donner les 5 niveaux de lecture de la balle pour que tu puisses situer où tu en es et savoir vers quoi tu travailles. Le niveau 0, c'est la réaction pure. Le joueur suit la balle des yeux et réagit à sa position actuelle. Aucune prédiction. Il arrive toujours trop tard ou trop tôt. Il est toujours dans son sillage, jamais devant. Le niveau 1, c'est la prédiction physique simple. Le joueur il a intégré les bases, il anticipe les rebonds simples, il calcule grossièrement la trajectoire en l'air, se positionne devant la balle, pas derrière, mais sa prédiction s'effondre sur les trajectoires complexes, spin, rebond de coin, trajectoire courbe. Le niveau 2, la prédiction physique avancée, le joueur il a intégré les rebonds de coin, le spin, les variations selon la vitesse. Sa lecture physique est solide dans presque toutes les situations, mais il ne lit pas encore les intentions des joueurs. Il est surpris par les feintes, il rate les passes. Donc il est bon dans la lecture physique, la lecture contextuelle, ça bloque encore un peu. Niveau 4, la lecture méta, le niveau le plus avancé, le joueur il lit non seulement ce que les autres vont faire, mais aussi ce qu'il pense qu'il va faire. Et il utilise cet écart pour créer des avantages. Il se positionne pour forcer l'adversaire vers certaines options, tout en se couvrant contre ces mêmes options. C'est là que la lecture de balle devient de la manipulation tactique. Avant les exercices, je veux parler des erreurs, pas pour te juger, pour te donner un diagnostic. Erreur numéro 1, c'est l'engagement prématuré. Tu vois la balle partir vers le mur droit, tu fonces vers le mur droit, et l'adversaire la récupère avant le mur et la joue vers le centre. T'es piégé. L'engagement prématuré, ça vient d'une confiance excessive dans une prédiction partielle. La solution, c'est attendre la confirmation avant de s'engager complètement. Maintenir une position flexible le plus longtemps possible. Erreur numéro 2, c'est la surpondération du dernier contact. Beaucoup de joueurs donnent trop de poids au dernier contact avec la balle et pas assez au contexte global. Le dernier contact dit ce que la balle fait maintenant, le contexte dit ce qu'elle va probablement faire ensuite. Erreur numéro 3, c'est ignorer le spin. J'ai déjà dit ça, mais c'est tellement important. Ignorer le spin produit des erreurs systématiques sur tous les rebonds. C'est un angle mort majeur pour la plupart des joueurs. Erreur numéro 4, la fixation sur la balle. Et c'est celle-là qui va paraître contre-intuitive. Regarder trop la balle, c'est une erreur de lecture de balle. Un joueur qui fixe la balle, il perd l'information contextuelle, il ne voit pas les mouvements des joueurs, il ne lit pas les intentions, il n'a plus de carte mentale du terrain. La lecture de balle avancée, ça exige une intention partagée et dynamique. La balle, les joueurs et l'espace, pas juste la balle. Erreur numéro 5, lecture en retard de phase. Tu calcules bien la trajectoire, mais tu arrives en une demi-seconde trop tôt ou trop tard. C'est un problème de calibration temporelle. La correction, c'est souvent simple, partir légèrement plus tard qu'instinctif. Maintenant, je vais vous proposer des petits exercices à faire chez vous, si évidemment ça vous intéresse.
Et évidemment, je vous invite à ne pas sauter d'étapes, à les faire sérieusement au maximum. Le premier exercice, c'est la trajectoire annotée. C'est en free play, tu frappes la balle et tu arrêtes tout mouvement. Tu observes sa trajectoire complète sans bouger. Tu prédis mentalement chaque rebond avant qu'il se produise. Si tu te trompes, tu analyses pourquoi. Quels facteurs t'avais pas pris en compte? Le spin, la vitesse, l'angle. Des erreurs arrivent dans les premiers temps quand tu veux vraiment apprendre la lecture de balle. Mais c'est important de vouloir avoir l'envie de corriger. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit. D'avoir l'envie de corriger, c'est très important. Deuxième exercice, c'est le rebond de coin. T'envoies la balle dans un coin, à différentes vitesses et angles. T'observes tous les rebonds possibles. L'objectif, c'est de cartographier les comportements de la balle dans les zones non plates du terrain, jusqu'à ce qu'il soit prévisible pour toi. C'est-à-dire que tu fais plusieurs fois cet exercice, jusqu'à, tu fais environ 10 essais, on va dire, et tu essayes d'avoir le maximum de points possible. Si tu te rates, soit tu recommences de zéro si tu as envie vraiment de t'améliorer et de faire 10 sur 10, soit tu essayes jusqu'à faire un minimum 8 sur 10, 9 sur 10. Troisième exercice, on va parler du prédiction physique. C'est le positionnement sans regarder. Tu lances la balle en l'air, tu détournes le regard pendant une seconde, tu te positionnes à l'endroit où tu prédis qu'elle va atterrir. Tu commences avec une trajectoire simple, tu augmentes la complexité progressivement. Ça peut être un exercice qui peut être sympa, surtout pour travailler tes positionnements si jamais tu es occupé à regarder autre chose sur le terrain, un joueur adverse, la balle en elle-même. Le quatrième exercice, la lecture du spin. En free play, tu frappes la balle avec différents angles de contact, sur le côté, dessus, en dessous, en biais, et tu apprends à identifier le spin visuellement avant le rebond. La balle montre sa rotation si tu sais quoi regarder. Puis tu prédis l'effet du spin sur le rebond avant qu'il se produise. Le cinquième exercice, l'analyse de replay. Tu regardes tes replays en vue spectateur, centré sur un adversaire, pas sur la balle. Tu observes ses mouvements, son angle d'approche, sa vitesse, tout ce qui signale son attention avant le contact avec ses habitudes. Ces signaux ils deviennent lisibles en match en temps réel. Plus tu vas travailler sur des replays, plus tu vas comprendre, plus tu vas visualiser différentes situations que tu pourras adapter ensuite en match. Sixième exercice, positionnement prédictif. En match, tu essaies de te positionner uniquement sur la base de ta lecture des joueurs, pas de la balle. Où voit l'adversaire, quelle option il va prendre, tu te positionnes en conséquence avant même que la balle elle parte. Septième exercice, c'est la carte mentale. Pendant un match, toutes les 30 secondes environ, tu fais une pause mentale et tu essaies de verbaliser dans ta tête la carte complète du terrain. Où est chaque joueur? Combien elle boost approximativement encore une fois? Quelle option est disponible pour lui ou pour chaque joueur? Je sais que ça peut être chiant au début, et c'est normal, mais avec le temps, ça devient automatique, et quand c'est automatique, tu joues à un niveau différent. Donc bon, en tout cas, la lecture de balle, c'est pas juste une compétence parmi d'autres, c'est la compétence qui va multiplier la valeur de toutes les autres. Un joueur avec un bon aérial et une mauvaise lecture de balle, il va souvent au mauvais endroit, et un joueur avec une aériole moyenne et une excellente lecture de balle, il va toujours au bon endroit, et le contact, ça devient secondaire. C'est pour ça que les joueurs qui progressent le plus vite, c'est pas ceux qui maîtrisent le plus de mécanique, ce sont ceux dont le modèle prédictif est le plus complet et plus rapide. Maintenant, cette vidéo elle t'a donné le cadre, les concepts, les niveaux, les exercices. Maintenant, c'est à toi. Et si t'as des questions, des désaccords ou si t'as des choses à ajouter à cette théorie, les commentaires ils sont là pour ça. Et je suis totalement ouvert à tout ça. En tout cas, c'est un plaisir de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous aimeriez en voir d'autres, si vous avez des questions. Et sachez aussi qu'il y aura une version écrite de cette théorie qui sera directement dans la description. Un fichier téléchargeable que vous pouvez télécharger pour l'avoir toujours et pas avoir à revenir. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Puis moi je vous dis ciao.